tous et bienvenue dans cette update lecture. Aujourd'hui, je vais vous présenter les lectures que j'ai pu faire dernièrement et c'est tout parce que je ne vais pas vous présenter mes lectures en cours parce que j'en ai qu'une. Si je vais vous en parler quand même, je l'ai derrière moi. Alors, c'est extrêmement perturbant parce que je n'ai pas trouvé comment mettre le téléphone, mettre l'image en miroir quoi, pour que vous ayez les titres des livres dans le bon sens. Donc du coup, j'ai mis sans le retour caméra. Donc je ne me vois pas du tout, je vois juste le dos du téléphone. Et peut-être que quand je vais faire le montage, je vais me rendre compte que ça ne va pas du tout au niveau du cadrage. Donc j'espère que ça va aller. J'ai 4 lectures à vous présenter. Alors, j'aurais pu vous en présenter plus, mais en fait, non, j'aurais pas pu parce que j'en ai pas d'autres à vous présenter. Mais en fait, j'avais commencé l'été. Ah oui, alors c'est l'été, on est en mode détente. Hein, je suis pas maquillée. J'avais mis du vernis et je n'ai pas de dissolvant, donc on est en mode chill, cracra des ongles. Voilà, je suis désolée. Et donc, bref, j'avais commencé l'été en lisant pas mal. Je faisais à peu près une lecture. J'ai fait 3 jours d'une lecture par jour. 3-4 jours même, je crois. Et puis, en fait, ce qui s'est... Ouais, 4 jours, parce que j'avais commencé avec le Flor Vesco. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, ça, je lisais, et ça fait... Ça, c'est complètement scratché puisque j'ai vu du monde et je suis sortie, j'ai fait des choses et donc du coup bah, j'ai pas eu un temps incroyable de lecture et puis j'ai pédalé dans la semoule avec 2 lectures, dont une que je vais vous présenter là. C'est des très bonnes lectures, mais c'est pas des petites lectures, ce sont pas des petites lectures donc c'est un peu complexe. La première lecture que je vais vous présenter, c'est le tome 2 de Podkin le Brave, donc le trésor du terrier maudit de Kieran Larwood chez Gallimard Jeunesse. Donc là, en gros, je vais pas tellement... En gros, ce qui se passe au début, c'est l'histoire d'une famille lapin dans un terrier, avec notamment Podkin, Podkin, Pook et Paz, qui sont son frère, sa sœur et son frère. Et en fait, lui, il est chef, et ils sont tous les trois chefs enfants de chef, et vont débarquer des grands guerriers de fer, et en fait, le terrier va se faire décimer, et Podkin et son petit frère et sa sœur vont décider de partir dans une grande aventure, une grande quête, qui va les amener à découvrir des choses incroyables sur leur monde, et notamment qu'il y a des objets un petit peu mystérieux, un petit peu magiques dans chaque terrier, et que pour combattre ces guerriers de fer, il faut peut-être se pencher un petit peu sur ce côté magique de leur histoire. C'est une lecture que j'ai lue quasiment en une journée. C'est du jeunesse, mais bon, c'est quand même écrit, c'est écrit moyennement gros. Mais surtout, c'est très très prenant. On est très attaché. Je vous cherche une illustration parce qu'il y a des illustrations qui sont absolument magnifiques. Mais je ne peux pas vous montrer plus que la première parce qu'après, très vite, ça va vous spoiler. Pareil, hein, je ne vois pas si ça fait la mise au point, donc ça se trouve, ça fait rien du tout. Et alors, je crois que c'est... Oui, c'est Kieran... Je suis sûre à 80... Ah non, j'allais dire n'importe quoi. C'est David Wyatt qui fait les illustrations et c'est Kieran Larwood qui fait le texte. J'allais dire que c'était Kieran Larwood qui faisait tout, mais non. Et en fait, c'est très prenant parce que c'est bien écrit, l'histoire est bien ficelée, on y croit. Même si ce sont des petits lapins, on y croit très facilement. Justement, on dépasse très vite le fait que ce sont des lapins et on est vraiment dans une aventure en fait. J'ai moins eu le coup de cœur que j'avais pu avoir sur le tome 1, mais ça reste une saga qui reste très très bien écrite et qui est très prenante. Il arrive des choses assez tristes à ces petits lapins et ça, il y a plein de messages de tolérance, il y a plein de messages d'acceptation. C'est un lapin qui sont véhiculés dans ce récit et moi ce que j'aime beaucoup c'est que c'est un petit lapin qui est courageux mais pour qui ça coûte en fait d'être courageux. Il a peur, il est sensible, voilà, il a des doutes, il pleure et en fait il passe par ces étapes et ce sont ces étapes qui vont faire de lui un héros et non pas le fait que c'est un lapin dur à cuire. C'est bizarre, pardon, dit comme ça, mais c'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur le courage qu'il y a à dépasser ou vivre avec. C'est même pas dépasser parce qu'il ne cherche pas à les dépasser, mais c'est vivre avec ses émotions. Et je trouve que c'est important de véhiculer ce genre de message dans les livres jeunesse, et même de toute façon, c'est dans toutes les lectures, pour casser ces codes un petit peu, ces carcans de la masculinité qui viennent détruire également, je pense, l'image de beaucoup de personnes et pas uniquement des hommes et des petits garçons. Donc, une super lecture, évidemment. J'avais super bien commencé. Alors, je sais plus si... Je crois que je vais vous les prendre dans l'ordre de lecture. J'ai lu ensuite Les Attracteurs de Ross Street de Lucius Shepard.
chez Bélial. Alors ce livre, Le Bélial, je crois, parce qu'il y a marqué Bélial, mais je crois que c'est Le Bélial. Cette lecture, je l'ai vue, j'avais repéré la maison d'édition sur le compte des Chroniques du Hérisson, de Lisa. Et je trouvais que ça avait l'air hyper sympa. Je trouve elle dégage, les Chroniques du Hérisson, elle dégage un côté un peu gothique que j'aime bien. Et du coup, je vais aller piocher un petit peu dans ces lectures de temps en temps. Et là, je l'ai croisé à la Bibli, je me suis dit, hop, je le prends, je lis une page ou deux, et puis en fait, j'ai lu tout le livre en une journée. Et c'est tout à fait ça, c'est un roman, un petit, parce qu'il est très fin, c'est un petit roman gothique qui se lit très vite. Et on a l'impression d'être plongé vraiment dans une lecture un mélange entre Tim Burton et Jane Austen. On est dans quelque chose de sombre et en même temps de fantastique. Il y a aussi une petite touche de fantastique, il faut évidemment bien le prendre en compte. On va suivre ici Samuel Protero, qui est un jeune aliéniste et qui travaille, donc il est médecin. Et en fait, alors il y a marqué aliéniste, mais je crois qu'il est psychiatre, il me semble. Et en fait, bon, on va dire qu'il travaille dans le milieu médical psy. Et en fait, je regarde sur le côté, les chats sont en train de jouer avec une pelote. Oui, oui, ça existe de temps en temps. Et ils vont me déglinguer ma pelote. Bref, donc en fait, on va suivre ici ce jeune homme qui fait partie d'un espèce de club un petit peu select, dans lequel il n'y a que des hommes et qui vont discuter des choses de la vie et même, enfin plutôt même, a priori, fumer des cigares et boire de l'alcool. Et en fait, il y a un des hommes de ce club qui vient vers lui et qui lui demande de venir chez lui pour avoir un avis médical. Donc Samuel est un petit peu perturbé, il se demande pourquoi, et l'homme en face de lui lui dit par contre, si vous venez, c'est top secret, et il ne faudra rien dire, et il faudra rester plusieurs temps en observation, tout ça. Donc Samuel décide d'y aller, et là, eh bien, vous verrez ce qui s'y passe quand il arrive dans cette demeure assez étrange, qui vraiment, on est vraiment dans une ambiance pesante, gothique, vraiment, voilà, fin du 19e, Londres, fin 19e. C'est exactement ça, comme on peut l'imaginer, avec cette espèce d'odeur de charbon, il fait sombre, ça tousse dans tous les coins, c'est pas propre, on n'a pas du tout envie d'y être, quoi. Donc voilà, alors ce récit, moi je l'ai beaucoup aimé parce que je l'ai trouvé bien mené, et surtout ce que j'ai trouvé incroyable, c'est qu'il est court, mais que ça suffit en fait. Ça suffit, l'univers n'est pas extrêmement développé, mais suffisamment pour qu'on se sente bien dedans et que ça soit une lecture hyper agréable sans pour autant se dire oh là là, il y en a trop ou il n'y en a pas assez. Parce qu'il est quand même très court. Hein. Et le challenge d'arriver à s'immerger dans cette ambiance sur 130 pages, je trouve que c'est un défi assez bien réussi. Et en fait, c'est là où je me dis, je ressens vraiment l'ambiance dans laquelle j'étais pendant cette lecture. Je me rappelle, si je me rappelle autant, c'est j'ai été imprégnée vraiment de cet univers. Et encore une fois, sur 130 pages, je trouve que c'est un beau défi. Voilà. Donc je vais évidemment, j'ai vu qu'il y en avait un autre dans ma bibli, donc je vais évidemment lire un autre livre de cette collection que j'ai bien aimé. Mais là, il faut que j'ai pas du tout descendu ma palle de bibliothèque. Je vous ai présenté des livres en début d'été et ben, je n'ai pas lu beaucoup depuis. Surtout que j'ai rajouté celui-là qui n'était pas dedans, évidemment. J'ai lu ensuite un de mes livres qui était dans ma palle. J'ai lu Les Refuges de Jérôme Aubry. C'est un livre que j'avais gagné avec le compte de Benoît Je me livre, jeux comme des jeux, parce qu'il a un compte axé sur la lecture, et d'ailleurs j'aime beaucoup ce jeu de mots, Benoît Je me livre, parce qu'il est axé sur la lecture et sur les jeux de société. C'est le deuxième Jérôme Aubry que je lis, puisque j'avais lu Les Sœurs de mon Noir, que j'avais déjà beaucoup aimé. Au départ, Les Refuges est sorti chez Calman Levy, je pense. Oui, c'est ça, chez Calman Levy. Moi, je l'ai eu en version le livre de poche. C'est très confortable, le livre de poche, c'est très bien. D'ailleurs, dans ma sortie livresque que j'ai pu faire, j'ai pris pratiquement que des livres de poche parce que en fait, j'achète pas de brochet neuf ou très peu, et vu le prix, faut vraiment pas se louper, quoi. Donc, j'ai lu, enfin, si je sais ce que je vais acheter un brochet qui va bientôt sortir. Bon, je vous en parlerai dans le prochain update. On va suivre ici une jeune femme, Sandrine, qui un jour reçoit un courrier disant qu'elle doit aller visiter la maison de sa grand-mère qui vivait sur une île. Et donc, elle n'a jamais connu cette grand-mère, donc elle décide de se rendre sur l'île. Elle arrive, il y a une ambiance extrêmement pesante, extrêmement étouffante. Elle ne sait pas très bien pourquoi elle est là, elle ne comprend pas trop. Et puis, elle y va. Alors, j'ai du mal à me rappeler, mais parce que pour ceux qui l'ont lu, vous comprendrez Bon, j'en parlerai après. Donc, elle arrive là-bas et il va se passer des choses qui vont lui mettre la puce à l'oreille et qui vont changer complètement le récit. Je ne peux pas tellement en dire plus parce que ce livre c'est un système de poupée russe
où on apprend, chaque révélation amène à une révélation qui amène à une révélation. Donc c'est un peu complexe, il faut le lire évidemment pour comprendre. Alors moi j'ai beaucoup aimé cette lecture parce que bah, c'est le deuxième Jérôme Aubry et que j'aime beaucoup cet auteur. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Après j'ai un tout petit peu peur de retrouver un schéma un peu similaire dans les autres lectures. Et j'ai trouvé un petit peu un schéma similaire entre Les Refuges et Les Sœurs de Montmort. Peut-être que c'est un hasard, peut-être que c'est les deux seuls qui ont cette ambiance, ces ressemblances d'écriture, ou peut-être pas, je ne sais pas. Je peux difficilement vous en dire plus parce qu'évidemment je vous spoilerai. Mais voilà, ça me laisse un tout petit goût, mais vraiment très léger, un tout petit goût amer parce que je me dis, j'ai peur de tomber dans la lassitude ou alors il faudrait que je lise le prochain dans très longtemps pour vraiment en même temps, j'aime beaucoup l'écriture, donc c'est compliqué parce que j'ai envie d'y retourner, évidemment, parce que c'est une écriture très addictive. Hein. Celui-là m'a fait le même effet que Les Sœurs de Montmort. Je l'ai pris, j'arrivais pas à le lâcher. C'était haletant, quoi. Un peu comme le Donato Carisi. Alors, il faut absolument que je lise le tome 2 du Chuchoteur, que je vois là. C'est pour ça que je regarde par là-bas. Et donc, c'est une lecture qui est très bien faite et qui est très bien construite. C'est juste que j'avais un peu peur de ça. Alors, spoiler alerte, il y a des endroits qui sont un peu ardos quand même. Il y a des passages qui sont un peu. Qui m'ont un petit peu retourné le bide. Donc, bah, voilà, il faut faire attention. Hein, ça reste du thriller et ça reste du thriller noir quand même. Donc, bon, voilà, c'est pas des bisounours, quoi. Mais c'est, voilà, Jérôme Aubry, super auteur, et vraiment une plume incroyable et une histoire très, très bien ficelée. Même si j'avais trouvé des choses. Parce que j'ai trouvé le schéma similaire aux Sœurs de Montmort et de par cette comparaison-là, j'ai pu comprendre en fait ce qui allait se passer. Mais bon, c'est pas très grave, ça n'en reste pas moins une très bonne lecture. D'ailleurs, Les Refuges est un nom très bien trouvé et je vous laisse le découvrir pourquoi, si vous avez l'occasion de le lire. Je vais terminer par un livre que j'ai lu une biographie, un livre que j'ai lu dans le cadre de la masse critique Babelio. J'ai lu Miles Davis par Franck Medioni chez Folio. C'est une biographie de Miles Davis que j'ai reçue donc par Babelio et que je devais chroniquer, il faut que je fasse ma chronique écrite d'ailleurs, sous 15 jours, donc je voulais le lire assez rapidement. C'est une biographie, donc une biographie ça se lit, c'est un peu particulier, c'est long à lire. Alors moi je n'ai pas accompagné la biographie de l'écoute des morceaux ou des albums, parce que en majorité je les connaissais, parce que j'ai un amour immense pour cet artiste qui était Miles Davis. Mais, et j'ai eu un petit peu peur d'ailleurs au début, parce que comme j'avais lu déjà sa biographie officielle et j'ai lu une bande dessinée sur sa rencontre avec Juliette Gréco, j'avais lu aussi d'autres choses, je vous montrerai, là j'en ai plus beaucoup, je crois que j'ai une bande dessinée, un album dessiné avec un CD, j'ai celui-là et je crois que c'est tout parce qu'après j'avais des emprunts mais je pourrais vous présenter. Donc au début j'avais un petit peu peur de tomber sur des choses que j'avais déjà lues. La vie de Miles Davis, on la connaît globalement, c'est une vie très dissolue et en même temps pas que. Et c'est ça qui a été intéressant, c'est que dans cette biographie, l'auteur met l'accent pas que sur le côté dissolu de sa vie qui a tourné autour de la drogue, autour de l'alcool, mais qui à certains moments a tourné aussi autour du sport et du bien-être. Et il est devenu végétarien. Il a essayé, c'est quelqu'un qui a essayé, qui s'est battu pour essayer d'aller bien mentalement et physiquement. Et c'était compliqué. Je pense que Miles Davis est né en colère et tout ce qu'il a pu vivre dans sa vie n'a fait qu'aggraver cette colère d'un noir américain né dans les années 20 aux États-Unis. Et en fait, cette colère-là, il l'a transposée, il l'a transcrite dans sa musique par moments, mais par moments non. Et par moments, elle était autodestructrice. Et c'est difficile parce que bah, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses. Donc on se dit, s'il n'avait pas été dans cette colère, peut-être que ça aurait été plus simple sa vie. Donc Miles Davis, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un trompettiste de jazz qui a été connu qui a commencé à être connu dans les années 50. Il a joué avec Charlie Parker, un saxophoniste de jazz, et après il a été en gros, il a teinté la vie musicale du jazz et de tous les mouvements musicaux qui ont suivi jusqu'aux années 80, fin 80, un tout petit peu 90, mais il a été de tous les courants. Il a été dans le jazz, il a été dans alors différentes sortes de jazz, bebop, cool. Il a été bop, il a été aussi dans la musique électronique, il a été dans le funk, il a été un découvreur de talent, puisqu'il y a beaucoup d'artistes très connus qui sont passés par ces groupes en fait. Notamment, il y a deux pianistes que j'adore, c'est Herbie Hancock et Keith Jarrett,
qui ont joué avec lui. Et d'ailleurs, il y a très peu de traces parce qu'il l'explique. Il n'a pas voulu faire d'enregistrement. Cette biographie, elle m'a vraiment apporté un éclairage sur la vie de cet artiste complexe. Donc ça a été un vrai régal à lire. Après, ça reste une biographie, donc j'en lisais pas, ça se lit pas comme un roman, quoi. C'est dense et c'est un peu, c'est pas forcément, c'est pas haletant, quoi. Voilà. Après, si vous l'accompagnez, je pense qu'il faut le lire. Si vous êtes intéressé, il faut le lire en faisant l'écoute des morceaux, parce que moi, globalement, quasiment tous les morceaux dont ils ont parlé, je les connaissais forcément. D'ailleurs, petit clin d'œil, dans ce livre, il y a un trompettiste vivant aujourd'hui qui parle d'un instrument, qui parle du bugle. Et c'est un professeur avec qui c'était un trompettiste avec qui j'ai été en cours pendant 3 ans. Donc ça m'a fait drôle de le voir parler dans ce bouquin. J'étais là, ah ouais, tiens, j'ai été en cours avec lui. Donc voilà. Et ça, je le garderai dans ma bibliothèque. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que vraiment on ne tombe pas dans l'horreur. J'ai un livre sur Chet Baker comme ça qui était ultra glauque et que j'ai jamais, qui a vraiment été, qui a teinté ma vision de cet artiste. Et là, je suis contente parce que justement, ça m'a donné un éclairage sans pour autant me dégoûter de Miles Davis. Je l'ai déjà dit, mais je vous encourage, si vous ne connaissez pas cet artiste, à écouter au moins, si vous devez écouter un seul album, il faut écouter Kind of Blue, qui est un album tout bonnement incroyable de cet artiste. Après, vous pouvez écouter différents albums, et notamment, moi je sais qu'à un moment donné, il parle de Tutu. Tutu, c'est le premier album qu'on m'a offert quand j'avais genre 13 ans, de Miles Davis, et c'est hyper particulier, c'est dans sa période musique électronique, c'est barré quoi. Et je pense qu'il faut avoir une certaine maturité émotionnelle ou artistique pour écouter ce genre de musique, parce que sinon c'est complexe. Moi, je viens d'un foyer où on écoutait beaucoup de musique romantique, donc Chopin, Liszt. Donc c'était vraiment le contraste de fou, et j'ai pas réussi à faire à squeezer, à passer à cette période-là, à cet âge-là. Aujourd'hui, c'est différent, je l'écouterai plus facilement, même si, comme je vous disais, Kind of Blue reste mon album préféré de tous les temps. Et pas que de Miles Davis, d'ailleurs, je pense que c'est un des albums que j'ai le plus écouté dans ma vie. Après, vous m'avez demandé des biographies. Alors, c'est un petit peu compliqué parce que j'en ai lu quelques-unes et j'en ai pas lu beaucoup de musiciens, mais je vais essayer de vous faire un petit peu un récap je vais faire une vidéo autour de la musique et des livres. Voilà, parce qu'il y a quand même un lien entre musique et livre que je suis allée chercher, des livres que ce soit sur la pédagogie ou que ce soit sur le bien-être artistique ou que ce soit sur les artistes ou sur l'histoire musicale. Je pourrais vous montrer des choses, mais comme je vous disais, c'est une vidéo qui va demander un peu de préparation, donc je ne sais pas quand est-ce que je vous la présenterai. Je pense que ça fera partie des blablas d'été. C'en est tout pour les 4 lectures que j'ai pu faire ces derniers temps. Vous voyez, je pédale un peu dans la semoule et surtout, je rame un peu parce que la lecture que je suis en train de faire, je devais lire Magic Charlie, j'ai dû abandonner parce que j'ai tellement à lire par jour de ce livre que je n'y arrive pas. Je lis l'histoire de Lisée de Stephen King. L'une d'entre vous m'a dit qu'elle avait arrêté de lire du Stephen King suite à la lecture de ce roman et je ne peux que comprendre. C'est complètement barré. C'est hyper particulier. Les chats sont en train de déglinguer ma pelote. C'est hyper particulier. Je suis en train de regarder la dernière saison de Stranger Things et ça me fait penser à Stranger Things. Sauf que ça a été écrit il y a 15 ans, quoi. 12 ans, je pense. Et là, j'en suis, vous voyez, j'en suis là, au marque-page. Donc, j'en suis à la page 364 et il m'en reste 200. Et je suis là, waouh, qu'est-ce qui va se passer encore pendant 200 pages? C'est pas possible. Là, déjà, en 364 pages, il se passe rien et en même temps, il se passe vachement de choses. Donc, je sais pas où on va. Cette lecture, elle est super, méga chelou. Et si vous avez lu ce livre, j'aimerais bien en parler avec vous parce que moi, je suis hyper perturbée, même si on en parle en lecture commune, parce qu'on fait en lecture commune, ça reste quand même hyper bizarre. Et je m'étais dit que je voulais lire aussi un livre de Posta, et du coup, je le fais pas du tout. Donc, je sais pas trop ce que je vais faire. Bon, là, je vais avoir du temps pour lire aujourd'hui, un petit peu plus prochainement, et pas trop. Donc, je verrai peut-être que j'entamerai autre chose. Je sais pas du tout si je vais pouvoir du coup vous présenter un autre update lecture d'ici la fin juillet. Si je peux pas d'ici fin juillet, ce sera après fin août parce qu'après je vais être sur les séjours. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo pour aujourd'hui. J'espère qu'elle n'est pas trop mal cadrée. J'espère que le son n'est pas trop pourri parce que la dernière fois, j'avais pas poussé le mini jack complètement du micro. Donc, il y avait le micro, mais il n'y avait pas le son du micro. On va finir par y arriver. Et j'espère que la luminosité n'était pas pourrie parce que c'est la canicule. Donc, tout est fermé, il n'y a pas de lumière.
et que vous ne serez pas trop choqués par l'état de mes ongles. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Et je vous remercie encore infiniment d'être présent sur cette chaîne et je vous dis à très vite. Salut!